Malgré le titre de la vidéo qui est, bon, ce qu'il est parce que tout le monde parle de théorie sur YouTube, ce que je vais te dire maintenant, ce sont des hypothèses. Des hypothèses de quoi? Des hypothèses de qui? Tu dois être un petit peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? En vrai, j'ai envie de faire ça parce que ça peut apporter un truc nouveau à la chaîne, et puis c'est un peu une façon à moi de te faire découvrir des choses en dehors de ta zone de confort qui peuvent néanmoins attiser ta curiosité. Il va s'agir de 5 choses, 5 pistes de réflexion sur lesquelles on a plus ou moins d'éléments. On en a quand même suffisamment pour que je te les présente et que ce soit cohérent, mais quelquefois c'est, on va dire, un peu plus extrapolé. Et elles auront rapport de près ou de loin à la musculation, la prépa physique, le sport, surtout les muscles pour commencer. La première des hypothèses que je voudrais aborder, c'est celle qu'a soulevée Michael Gundil. Enfin, je crois que c'est sa façon principale de voir comment fonctionnent les muscles. J'en ai pris vraiment connaissance formulée de cette façon-là dans l'entraînement qu'il a fait avec Aiki de Share Fitness. Petit disclaimer, peut-être que je n'ai pas du tout compris ce qu'il voulait dire et donc du coup, ce sera mon interprétation de sa théorie, de son hypothèse. C'est assez simple en fait à résumer. Pour lui, un muscle est fait pour accumuler de l'énergie cinétique et la retransmettre au mieux. Et comme ce serait la fonction par excellence des muscles, eh bien la meilleure façon de les travailler, ce serait d'appliquer ça à tous les muscles, à la fois en hypertrophie comme en force ou en prépa physique. Je pense que c'est très intéressant et qu'il y a plusieurs faits qui viennent corroborer cette hypothèse, même s'il y en a d'autres qui pourraient aller à l'encontre, mais on va le voir. D'abord, le pic d'efficacité active d'un muscle se trouve quand il est à peu près à la moitié de son raccourcissement. En gros, quand il est dans une position ni complètement étiré, ni complètement raccourci. Ce qui est pas mal du tout pour cette hypothèse parce que du coup, si un muscle se contracte en isométrique à une longueur à peu près moyenne, ça lui permet de mieux résister justement à l'étirement total de l'unité tendon et muscle. Et quand on sait que c'est principalement le tendon, même s'il y a la titine qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, qui va accumuler l'énergie élastique du muscle, eh bien on pourrait se dire que l'évolution nous a optimisé pour que nos muscles soient capables d'accumuler suffisamment d'énergie élastique sans pour autant que nos tendons s'étirent trop et donc risquer la blessure. Autre chose intéressante et que Gundil met en avant, l'excentrique accentué permet d'avoir de meilleures perfs en concentrique. Ça encore une fois c'est dû à l'élasticité parce que ça nous permet de restituer rapidement. Or ça fait du coup plus travailler nos muscles, ce qui veut dire qu'ils auront plus de tension et ça va se traduire en plus d'hypertrophie. Je te la fais courte, il y a plein d'autres détails sur lesquels on pourrait insister. Une dernière chose qui vient encore se rajouter, Gundil préconise donc d'aller toujours à vitesse maximale sur ces exercices. Et c'est pas bête du tout parce que plus on va vite, plus on est assuré de faire travailler notre muscle de façon optimale. Ça c'est grâce au principe de taille de Henman, il me semble que c'est lui. En gros, tu vas forcément recruter tes petites fibres musculaires rouges lentes au départ puisque tu es obligé de le faire sur n'importe quel mouvement. En revanche, tu n'es pas obligé de recruter les grosses fibres rapides, sauf si tu essayes d'aller à vitesse maximale dès le début, parce que sinon elles vont être recrutées seulement en fin de série, quand les plus petites se seront toutes fatiguées. Maintenant, il y a d'autres éléments qui vont un petit peu contre ces hypothèses, notamment l'architecture musculaire. En effet, le degré de pénation des muscles va bien souvent déterminer la fonction de ces derniers. Certains en longueur et dont le sens des fibres va toujours dans le même sens, sont faits pour se contracter très rapidement. D'ailleurs, souvent ils sont plutôt composés de fibres rapides. Mais pour d'autres, les fibres ne sont pas alignées d'un tendon à l'autre. Ces muscles-ci sont plutôt faits pour la force en isométrique, genre par exemple des muscles de maintien ou trucs du style. Encore une fois, je te la fais courte parce qu'il peut y avoir plein de subtilités et si tu as l'impression que je suis inexact ou que ce que je dis est faux, c'est tout à fait possible, n'hésite pas à le dire en commentaire et je te dirai plus en détail ce que je pensais à ce moment-là de la vidéo. Pour finir du coup, l'hypothèse de Gundil me semble très intéressante, en particulier pour l'hypertrophie. En revanche, pour tout ce qui est prépa physique, là je ferai un peu plus gaffe et je travaillerai peut-être pas comme il dit de faire, dépendant évidemment des objectifs à atteindre. Deuxième théorie sur l'effet neurologique des étirements. Mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Il faut savoir que celle-ci, je l'ai intégralement lue dans le 3e numéro, il me semble, de la Nerdy Muscle Review, un article qui a été écrit par Mathias Soulol. J'ai un partenariat avec la Nerdy Muscle Review qui est une revue scientifique française sur
tous les phénomènes liés à la musculation, la nutrition, la santé, etc. Je pense que c'est un deal gagnant-gagnant parce que moi, ça me permet de vous parler de choses qui autrement vous seraient plus ou moins inaccessibles et puis eux, bah, ça leur fait de la pub et je leur souhaite que ça parce que ce sont des gens super. Bref, l'hypothèse de Mathias est super intéressante parce qu'elle vient un peu combler un trou, en tout cas de ce que j'en ai compris, dans la littérature scientifique. Jusqu'alors, j'ai entendu plein de sons de cloche différents, à savoir que soit les étirements étaient uniquement liés au fait que tu réussis à avoir moins mal quand tu t'étires. Reformulé autrement, pardon, je sais pas si j'ai été très clair dans la phrase d'avant, ce que je voulais dire c'est que tu gagnes en souplesse, en amplitude articulaire uniquement parce que ça te fait moins mal d'aller à cette amplitude articulaire. En gros, tu en aurais été capable depuis le début si tu n'avais pas mal. De l'autre côté, tu as des gens qui disent « Bah non, tu as des adaptations, ton muscle devient factuellement moins raide et du coup, tu peux prendre plus d'amplitude. » L'hypothèse qu'a émis Mathias, c'est qu'en fait, les études ne sont pas assez longues pour le déterminer. Oui, c'est dû à un effet neurologique, mais en même temps, si tu fais une étude sur 6 à 8 semaines, forcément, tu auras des conséquences neurologiques, un peu comme pour la force. Quand tu fais des études sur 6 à 8 semaines en force, tu peux avoir des résultats très probants sur des gens déjà entraînés pourtant, alors qu'en hypertrophie, souvent c'est moins le cas. Parce que d'un côté, on a des facteurs qui sont liés à ton système nerveux, qui peuvent se modifier peut-être pas littéralement du jour au lendemain, mais presque, alors que de l'autre côté, comment dire, c'est du concret, c'est du muscle. On pourrait voir ça comme un ordinateur. D'un côté, tu as juste à mettre à jour le logiciel, et de l'autre, faut carrément changer des éléments dans le PC. Voilà quoi, tu peux faire l'un en un jour alors que l'autre ça va te prendre un peu plus de temps, ne serait-ce que de commander la pièce. Faut bien savoir une chose en revanche, ce que dit Mathias dans son article, c'est que lui-même pense que c'est une hypothèse, que c'est pas forcément lié, mais ça pourrait expliquer les gains à long terme qui continueraient à arriver. Parce que là, oui, il y a un effet matière. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à jeter un œil à son article. Oui, il est payant, mais bon, tu peux juste payer une fois, disons, avoir l'accès à toutes les reviews, voir si ça te plaît et ensuite décider de t'abonner ou non. À partir de la troisième, on va passer sur mes hypothèses personnelles. Ça fait un peu pompeux de dire ça quand même, non? Bon, je te rassure, ce sont des hypothèses que j'ai, mais je suis sûr que d'autres les ont eues avant moi. La première de mon cru se fonde sur une notion fondamentale. On sait qu'en contraction excentrique, donc quand on retient un poids, on a plus de force qu'en concentrique, donc quand on le repousse. Or, ce qu'on sait aussi, c'est que dépendant de la charge, de l'intensité, on n'aura pas les mêmes muscles qui vont s'activer au même moment sur un même mouvement. Oui, je sais, ça peut sembler fou dit comme ça, et en même temps, quand je dis un même mouvement, je dis pas au millimètre près. Évidemment, il y aura des petites différences, des petites variations, mais sur des gros polyarticulaires, tu sais toi-même qu'un muscle peut plus prendre le pas sur un autre. Donc ça veut peut-être dire que les polyarticulaires justement nous permettraient plus facilement de travailler nos points faibles en excentrique. Prenons l'exemple cher à mon cœur du développé incliné. Eh bien peut-être qu'en concentrique, tu auras besoin de toutes les fibres de ton pec pour pousser parce que c'est trop lourd pour véritablement pouvoir isoler. En revanche, en excentrique, c'est tout à fait aussi possible que comme tu as plus de force, il n'y ait pas besoin d'activer autant de muscles. Et donc, tu vas te retrouver avec un haut de pec qui soit plus activé. Qui est plus activé, pardon, c'est plus français. Oh, juste ciel. Si c'était vrai, mais à mon avis, il n'y a aucun moyen de le vérifier à l'heure actuelle puisque c'est dû à des éléments passifs. Autant l'EMG peut mesurer la force des éléments actifs, autant les éléments passifs, c'est beaucoup plus compliqué. Si c'était vrai donc, ça pourrait ouvrir tout un nouveau niveau de complexité en termes d'entraînement. Et ça expliquerait peut-être mieux certaines différences entre les individus qu'on attribue généralement plutôt à la génétique. La quatrième hypothèse va parler de pré-fatigue et de potentiation, et celle-là c'en est une dont je suis à peu près sûr. Enfin, je garde un doute, mais j'ai quand même, disons, de bonnes chances de penser que c'est vraiment le cas. On a souvent des résultats contraires entre pré-fatigue et pré-activation. Dans un sens, la pré-fatigue n'a pas vraiment montré, scientifiquement en tout cas, qu'elle était utile pour faire de la masse, de l'hypertrophie ou de la force. D'ailleurs, masse et hypertrophie, c'est la même chose. Dans l'autre, la préactivation peut t'aider à véritablement mieux ressentir tes muscles et le plus souvent à avoir un peu plus de force. Mais alors pourquoi? Bon, dans le cas de la pré-fatigue, c'est assez évident à mon avis, c'est juste que tu épuises
trop tes muscles. Donc bah oui, ils pourront plus être actifs derrière et ça aide pas à l'hypertrophie si jamais tu veux mettre plus de tension. Pour la préactivation en revanche, je pense que ça tient de la potentiation. En fait, on s'est aperçu que la potentiation marchait principalement grâce à un phénomène super captivant que je vais te décrire. L'idée c'est que quand tu dois produire un effort très important, le calcium rentre dans tes cellules musculaires et qu'il va mettre un petit temps à s'en réchapper. En fait, il y a des résidus jusqu'à même longtemps après, enfin on va dire 3 à 5 minutes. Ces résidus-là vont phosphoryler les chaînes régulatoires, les petites chaînes de la myosine. En gros, ça va tourner tes têtes de myosine dans une position où ils vont être plus en mesure de s'attacher à l'actine. Au cas où, bref rappel, voici comment fonctionne un muscle. Sur une myofibrille, on peut apercevoir plusieurs unités qui se répètent, les sarcomères composés de filaments fins d'actine et de filaments épais de myosine. C'est le glissement des filaments fins par rapport aux myofilaments épais qui permet le raccourcissement du sarcomère et donc du muscle. La myosine possède des têtes capables de se fixer sur l'actine, formant ainsi un pont d'union. Puis elle tire sur l'actine qui se déplace vers le centre du sarcomère. Se détache, se rattache, tire, ainsi de suite, et le sarcomère se raccourcit. Donc tu l'auras bien compris, c'est intéressant. Et cette facilitation-là, elle va permettre de développer plus de force. Et bien pour moi, dans le cas d'une préactivation, on se retrouve exactement dans le même cadre. Même si c'est un exercice d'isolation, il est beaucoup plus ciblé sur certaines fibres qui vont avoir du coup une tension bien plus importante. Et ça pourra t'aider, si jamais tu fais un mouvement polyarticulaire derrière, à avoir cet effet de potentiation. Tout le truc c'est de bien jauger, puisque si tu fatigues trop tes muscles, là forcément ils vont être moins performants et ça n'aura servi à rien. Ah pardon, je t'avais dit que les 3 dernières étaient de mon cru, mais en fait je viens de relire et il s'avère que pour la dernière j'ai pas pris celle sur laquelle j'étais parti au départ. Excuse-moi, mais ça veut dire que ça peut faire une future vidéo. N'hésite pas à me dire si elle t'a plu. Et je triche un peu d'ailleurs puisque celle-là, il me semble qu'elle a déjà été démontrée. Cependant, je pense qu'elle est assez peu étudiée à l'heure actuelle pour que justement ce soit intéressant pour toi. Tu te souviens, je viens de te dire tout à l'heure que les muscles, ils glissent les uns sur les autres et c'est comme ça qu'on a de la force. C'est ce raccourcissement qui va tirer sur les 2 tendons. Et bien ça, c'est vrai, mais c'est sans compter sur la magie du corps humain qui est souvent capable de nous étonner même des années après. On a longtemps pensé que les fascias, tu sais, les tissus qui entourent nos muscles, n'avaient que le rôle de les contenir. Il s'avère qu'en réalité, leur dureté, leur capacité à être résistant est très importante. Parce que quand un muscle raccourcit, il grossit aussi en même temps. Or du coup, il n'y a plus que la force qui va dans ce sens-là, mais il y a aussi de la force qui s'exerce contre les fascias. Un peu comme quand tu pousses des 2 côtés sur un ballon dégonflé. Les parois vont se retendre parce qu'il y a de l'air à l'intérieur qui pousse contre. Et cette force-là aussi, donc non négligeable, elle est utilisée. C'est ce qui explique aussi en partie pourquoi nos muscles sont aussi forts. Parce que ouais, faut pas croire, on a l'impression qu'on n'est pas très costaud comme ça, qu'on peut pas soulever très lourd, mais il faut quand même bien se dire que la plupart des leviers du corps humain sont de classe 3. En d'autres termes, tes muscles sont dans la majeure partie des cas super désavantagés pour tirer. Et pourtant, ils peuvent le faire et de façon conséquente. J'arrive pas bien encore à saisir les applications pratiques que ça implique, ce type de découverte. Ceci étant dit, on en apprend plus sur l'architecture musculaire. Et comme on a vu, c'est très important, notamment dans la première hypothèse. Bref, j'espère que cette vidéo curiosité t'aura plu et t'aura appris des choses. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à aller voir mon site internet où je propose des coachings, que ce soit en transformation physique ou pour t'accompagner pour faire de meilleures perfs, que ce soit dans la vie quotidienne, dans ton sport de prédilection, etc. etc. Sinon, il y a mon Insta où j'avais déjà parlé d'ailleurs dans certains posts des prémices de cette vidéo. Donc si tu veux avoir un petit peu d'avance, tu peux aller le consulter. Après tout, c'est plus facile pour moi de faire des posts sur Insta que des vidéos. Donc forcément, tu auras les choses en avance encore une fois. Ah, et j'allais presque oublier le Discord où on a une communauté soudée qui est assez curieuse elle aussi. N'hésite pas à passer. Utip, Tipeee si tu veux me faire un petit don. Sinon, prends soin de toi et à la prochaine. Je n'ai aucune idée de si ça va plaire ou pas, mais il faut tenter de temps en temps, non ?